Je vous remercie d'être présent pour ce café pédagogique qui a lieu. Nous allons parler du thème de la gamification avec principalement l'utilisation d'un serious game pour la prise de décision interprofessionnelle en santé. Donc, je laisse Pierre Bellemare, qui est maître d'enseignement à la Haute École de Santé à Genève, présenter ce thème-là. Et je te remercie d'être là. Merci Loïc, merci d'avoir pensé à moi pour ce webinaire qui, je l'espère, sera profitable pour vous. Grosso modo, le but de... Pourquoi finalement on a mis au point un jeu sérieux inspiré de la base de gamification Gademavo? Game about decision making over various learning contexts, qui est un travail correspondant à ce qui avait été fait par Cyberlearn en collaboration avec Anne-Dominique Salamin et puis Léon Xi il y a quelques années. Ce jeu sérieux avait été inspiré du logiciel Physio. Logiciel Physio qui avait été le fruit d'un projet création 7, si je ne m'abuse, qui avait permis de créer un logiciel qui permettait de mettre une vignette clinique, de faire une simulation d'un patient simulé, d'un étudiant virtuel qui allait évaluer son patient simulé. Et puis, ce logiciel Physio a évolué récemment en un nouveau logiciel qui s'appelle une LMS que Loïc Berthaud a mis au point dans un projet du CCN qui fait référence au site clinicalreasoningsanté.ch, qui est un lieu où on peut y trouver des vignettes pour la simulation. Donc, à la base, le logiciel Physio avait inspiré Anne-Dominique Salamin autour, effectivement, d'un jeu de prise de décision dans différents contextes. Et nous, on l'avait adapté pour le contexte de la santé. Et puis, il avait été soumis à un projet de création qui avait pour objectif, effectivement, de faire interagir des étudiants de différentes filières dans le cadre d'une semaine de simulation interprofessionnelle de 3e année. Et puis, on avait utilisé le jeu sérieux qui correspondait à une vignette de simulation au Centre interprofessionnel de simulation de la Faculté de médecine de Genève ainsi que de la Haute École de santé de Genève. Et on avait fait interagir des étudiants ensemble avec ce jeu-là. Donc, si vous voulez, à l'instant, je vais vous présenter une présentation qui avait été utilisée à cette époque-là, un peu pour vous permettre de voir à quoi ça ressemble et peut-être de comprendre quels étaient les buts et les objectifs visés, tout ça. Donc, je vais partager à l'instant mon écran avec vous pour que vous puissiez effectivement voir ce qu'il y en est. Si vous avez effectivement une pleine écran, donc ça s'est passé en 2017 avec, je vais revenir sur donc il y avait Mme Adeline Pagnon, Françoise Saint-Terre, Pasqualina Rigillo et Lydia Pinto qui étaient impliquées là-dedans. Et effectivement, c'est un module interprofessionnel où finalement, nous avions des étudiants de soins infirmiers, de physio, de diète et nutrition qui étaient en bachelor et on avait des étudiants qui étaient en 6e année, master, qui ont participé à ce jeu-là. L'objectif était de faciliter la révision générale des thématiques en lien avec une vignette clinique de prise en charge interprofessionnelle. Donc, on avait effectivement, à l'époque, c'était une vignette autour d'un patient qui est atteint de bronchopneumopathie obstructive chronique, donc la BPCO. Et le jeu permettait d'entrer de jeu dans sa première partie, de réviser des thématiques. Il y avait des questions QCM qui étaient posées aux étudiants. Les étudiants devaient répondre aux questions, ramasser des points et pouvaient avancer. Et puis, on pouvait aussi offrir un contexte favorable à la prise de décision interprofessionnelle, c'est-à-dire que là, quand on se retrouve avec 4 corps de métier qui ne se connaissent pas, les étudiants de la Haute École de santé se connaissaient peut-être de vue, mais les étudiants de médecine et les étudiants de la Haute École de santé ne se connaissaient pas. Et donc, il y avait aussi un terrain favorable pour réfléchir ensemble à des enjeux relatifs à cette vignette plus spécifiquement. Et puis, on permettait aussi aux étudiants quand même de s'affirmer dans le cadre de leur affiliation, c'est-à-dire que
il y avait quand même des questions spécifiques nutrition, il y avait des questions spécifiques soins infirmiers, des questions spécifiques médicales, des questions spécifiques physio. Et puis là, voilà, au travers de tout cela, on se rendait compte que finalement, c'était pour dire que est-ce que les étudiants de médecine sont si bons que ça, sont si maîtres, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, loin de là d'ailleurs. Les étudiants de physiothérapie étaient très à l'aise avec la thématique et les étudiants de diététique et nutrition l'étaient aussi, mais on s'est rendu compte que les étudiants de soins infirmiers et les étudiants de médecine n'étaient pas aussi à l'aise avec la réflexion. Donc, ça a permis justement d'identifier une posture professionnelle qui faisait référence à certaines connaissances ou certaines expériences que les étudiants avaient pu avoir en lien avec l'académique ou les stages. Et donc, le but, c'était effectivement d'utiliser ce jeu comme un outil pédagogique dans la formation professionnelle. Et puis, on s'est rendu compte que ça préparait les étudiants à la simulation. C'est-à-dire que c'était un lundi matin, c'était le premier lundi matin de l'année 2017. Les étudiants se sont présentés dans une salle qui n'avait pas été chauffée, se sont mis ensemble. Il y avait 4 groupes. On a fait une expérience avec 4 groupes. Donc, il y avait 4 groupes de 10 étudiants à peu près qui ont fait le jeu sérieux. Puis on a fait ce qu'on appelle un tournoi, Serious Game, autour de ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, écoutez, voilà, faites le jeu, on va mesurer quel nombre de points vous accumulez, quelle est la vitesse à laquelle vous jouez et qu'est-ce que vous intégrez en termes de prise de décision. On va décliner ça dans quelques instants. Donc, ça se passait de cette façon-là. Vous les voyez ici avec l'écran, les étudiants qui réfléchissent. Donc, ils avaient un temps imparti, ils avaient 90 minutes pour faire le jeu. Ils ont tous réussi à le faire à l'intérieur d'une heure, mais simplement pour dire qu'il y avait cette dynamique de travail qui se faisait avec des étudiants de 4 filières différentes. Et là, la première, si vous voulez, le premier lieu, c'était cette salle d'attente dans laquelle il était possible de cliquer sur l'armoire pour faire sortir des questions QCM. Donc, on avait à peu près une soixantaine de questions qui ont été présentées. Les étudiants y répondaient à tour de rôle et puis accumulaient ainsi des points. Et si vous le voyez en bas, il y avait quand même de nombre de points qui pouvaient être accumulés. Ils pouvaient prendre des notes. Il y avait accès à des ressources, mais qui étaient davantage disponibles dans la salle 2. Et il y avait accès à des objets qu'ils accumulaient pour meubler la salle 2 que je vais vous présenter à l'instant même. Donc, si vous voulez, ce jeu sérieux permettait d'accumuler des points pour meubler son espace de réflexion. Et là, si on se met dans la salle 2, le but était de meubler la salle avec les objets qui avaient été accumulés au fil des réponses, parce que parfois des réponses bonus permettaient d'avoir un ordinateur, permettaient d'avoir un certificat, permettaient d'avoir effectivement des informations pour meubler la salle. Et puis, ce qui permettait ensuite d'accéder à la salle 3, qui, elle, était une salle où finalement il y avait des objets à découvrir pour aller chercher des indices, des informations supplémentaires autour du cas. Parce que bien sûr, le cas, les étudiants l'avaient eu brièvement avant de commencer le jeu. Tout au cours du jeu, ils ont développé les questions qui étaient pertinentes en lien avec les connaissances. Bien sûr, c'était des QCM, c'était des questions de connaissances, ce n'était pas des questions de réflexion. Il fallait qu'on reste quand même dans le mode automatique de Gademavo. Et voilà, donc ça nous amène à cette troisième salle d'analyse où finalement, les objets qui étaient débloqués permettaient, si vous voulez, par exemple, si vous débloquiez le stéthoscope, vous pouviez apprendre des informations sur les bruits auscultatoires du patient, éventuellement la radiographie. Vous pouviez noter qu'il y avait peut-être une opacité blanche sur le lobe moyen droit qui donnait plein d'informations ensuite et qui permettait d'arriver effectivement à remplir le carnet de notes pour construire la réflexion clinique, si vous voulez. C'est un jeu autour du raisonnement clinique, mais ce n'est pas un jeu autour du raisonnement clinique en lien avec les concepts de raisonnement clinique, mais bien avec ce que l'on fait des informations qui nous sont transmises. Donc, il y avait des différents objets tels qu'effectivement des dossiers où on apprenait la gazométrie du patient, on pouvait apprendre ce qui s'était passé avec sa femme, comment il était admis à l'hôpital, etc. Et d'autres objets tels que des données d'analyse, tels que éventuellement une formule sanguine, un taux de cholestérol, etc.
Donc, tout cela amenait les étudiants dans la salle numéro 4 où là, toujours en automatique, et c'était peut-être un peu c'était sorti un peu le point faible du jeu, c'est que finalement, il y avait des propositions qui étaient faites en automatique dans le bas de la page, comme vous le voyez ici. Et ces propositions en automatique, ben voilà, on avait un problème à résoudre, un objectif à atteindre et une mesure à prendre. C'était, si vous voulez, ce qu'on appelle la trilogie de la prise de décision clinique. C'est que vous avez un problème, vous avez un objectif, et puis vous mettez en place un traitement. Et puis, on s'était buté avec le vocabulaire de soins infirmiers, le vocabulaire de diététique et nutrition, le vocabulaire médical et le vocabulaire physio, pour arriver à un consensus autour de cette trilogie qui plaisait à personne, mais qui, au bout du compte, devant l'urgence d'arriver à un produit final, avait amené à ça, mais on n'en était pas 100% satisfait. Donc, les étudiants avaient sur une barre de déroulement juste en dessous ici différentes propositions qui devaient matcher avec les informations qu'ils avaient accumulées pour finalement donner sens à cette réflexion qui allait les amener par la suite en simulation concrète avec un patient standardisé. Donc, grosso modo, le regroupement, ce jour-là, le regroupement avait lieu dans une salle et puis on débriefait autour de ça. Et globalement, je reviens avec vous maintenant en écran pour vous dire qu'on a réussi finalement à faire participer les étudiants. De cela, on a fait une étude. On a, si vous voulez, comptabilisé des informations. On a, avec une psychologue qui travaille avec Mme Madeleine Peignon, on a accumulé des données qui ont permis de faire une comptabilisation qui nous a amené à une publication que je vais vous montrer à l'instant qui permettra un peu de voir à quoi ça ressemble tout ça. Donc, je reviens tout de suite là-dessus. Je vais vous trouver cette publication. Attendez une seconde. Voilà ici. Deuxième partie. C'est que j'ai pas ça. Attendez une seconde. Je devais normalement. Ah non, c'est parce que c'est pas sur. Attendez, je remets ça ici. Je reviens chercher au bon endroit. Donc, c'est un PDF. C'est celui-là ici. Voilà, vous le voyez en page, en grande page. Donc, grosso modo, on a fait un report on a pilot study using a serious game combined with simulated practice for interprofessional health training curriculum. Et on a finalement constaté que les étudiants, globalement, avaient apprécié ce genre de travail et que les étudiants considèrent ce jeu sérieux comme étant efficace, utile et pertinent pour la préparation des scénarios dans la pratique collaborative. Donc, grosso modo, c'est ce qui ressort. Ce Serious Game apparaît comme étant un déclencheur pour la collaboration interprofessionnelle des étudiants et voilà, qui peut s'appliquer dans plusieurs perspectives. Donc, grosso modo, les deux grandes réflexions tournent autour de ça. C'est qu'on avait le souci de faire collaborer de manière intéressante et interactive les étudiants interprofessionnels qui ne se connaissent pas, comme je le disais tout à l'heure, et qui ont peut-être un très léger intérêt de se connaître en vue de cette simulation-là. Et donc, à partir de là, eh bien, voilà, c'était ce qui est ressorti. C'était une expérience qui a été, somme toute, assez, je dirais, positive avec les forces et les faiblesses de ce que ça donne. Si vous voulez, je vous montre en direct un peu à quoi ressemble le jeu, qui est toujours disponible. Je pourrais vous donner le lien si ça vous intéresse. C'est sûr que Lee Young-si a été le concepteur, ou enfin, le metteur en scène, metteur en ligne, si vous voulez, de ce jeu Gademavo. Lee Young a quitté, je pense, Cyberland depuis, si je ne m'abuse. Jeff, tu sauras bien me le confirmer, effectivement. Alors voilà, mais cette plateforme est toujours disponible. Je vous la montre et puis vous pourrez effectivement voir un peu mieux. Donc, je repartage mon écran avec vous à l'instant. Alors ici. Donc, vous avez, voilà. Donc, ici, vous avez tout d'abord, la salle 1. Cette première pièce vous permettra de faire connaissance avec votre patient,
de créer votre groupe de travail afin de faire des quiz qui vous permettront de gagner des objets. Ceux-ci serviront à lire les ressources transmises par le patient plus tard dans le jeu. Utilisez la table pour former votre groupe et l'armoire pour répondre aux questions. Le jeu du cafard vous permettra de gagner davantage de points. Naviguer entre les pièces, les flèches le long des écrans. Donc, grosso modo, le cafard devait servir, si vous voulez, à ramasser des points, puis était jugé, estimé comme étant un stimulateur d'attention. C'était malgré tout un peu, nous, dans le domaine de la santé, on fait la promotion de la vie, et là, on devait tuer des cafards. C'est un peu comme against our value, comme on peut dire en bon français. Et puis, mais malgré tout, ça n'avait pas été changé. Donc, en cliquant ici, on pouvait, à partir des inscrits, cliquer pour en faire l'équipe et nommer le groupe comme on le souhaitait. Donc, ça étant fait, bien, on pouvait ensuite commencer à répondre à des questions qui étaient présentées sous des blocs de 5 questions par groupe de questions. Donc, les étudiants devaient réfléchir à ça. Je réponds n'importe comment, je ne me rappelle même plus des réponses, là, mais simplement pour vous dire que voilà, on avait accès à ça. Ensuite, on pouvait reposer d'autres questions. Il y avait, je pense, c'est une dizaine ou une douzaine de banques de 5 questions qui permettaient d'accumuler des points pour ensuite, accéder à des informations. Donc, si je partage mon écran avec vous ici, à nouveau, on pouvait aller dans l'autre pièce. Ah, merci de former votre groupe. Bon, je n'ai pas formé mon groupe, alors je vais le former. Tac. OK. Et puis, je vais faire OK. Je pense que c'est bon. Mais, entendez-vous? Non. OK. OK. Grosso modo, c'est la voix du narrateur qui, si vous voulez, lisait ce qui était écrit. C'était quelque chose qui avait été rajouté, qui était bon, que j'estimais plus ou moins pertinent, mais qui était quand même une autre façon de prendre connaissance des informations. Donc, il y avait soit le texte ou bien la lecture. Donc, c'est ce que vous n'avez pas entendu là, à l'instant. Donc, ici, vous aviez des points que vous aviez accumulés. Plus vous en aviez, plus il était possible de mettre une table, de mettre des objets. Vous aviez ici vous pouviez mettre une table, mais là, vous n'avez pas assez de points. Donc, grosso modo, on avait les différents objets possibles qui permettaient de meubler la salle et qui permettaient aux patients de se sentir à l'aise pour se confier à son soignant. Donc, une fois cette étape franchie, on pouvait effectivement passer à la prochaine étape. Et là, je vais essayer d'y aller puisque je n'ai pas assez de points. Attendez une seconde. Je vais aller ici. Attends, qu'est-ce qu'il semble y avoir? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Attendez une seconde. Là, je départage mon écran avec vous. Je viens de perdre l'écran, mais grosso modo, la troisième salle permettait justement, comme vous l'avez vu dans le PowerPoint, je reviens peut-être sur le PowerPoint pour que vous puissiez mieux comprendre et voir. Il y avait effectivement donc, cette salle, vous la voyez, c'est la salle où on a finalement meublé le tout. Le patient était maintenant disposé à se confier. Et on retrouvait ensuite, on arrivait dans cette troisième salle où là, ben voilà, on construisait, on allait chercher des éléments importants qui nous amenaient à la quatrième salle, qui était la salle de prise de décision. Donc, désolé, je n'ai pas réussi à mettre en live sur le logiciel, mais je vous mettrai le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder au lien URL directement. Je reviens directement avec vous maintenant. Donc, je ne sais pas, j'ai présenté le logiciel et la démarche que nous avons fait. Est-ce que j'ai fait le tour? Peut-être que je peux vous proposer de poser des questions ou d'interagir. De cette façon-là, on va alimenter la réflexion. Est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va pour nous. En tout cas, je te remercie de la présentation. Vu que je vois des enseignants qui sont dans le domaine de la santé ou de l'informatique présents, je vais leur laisser poser des questions en premier s'ils en ont. Avec plaisir. Quelqu'un a des questions? Je vais peut-être commencer. J'avais plus une remarque que des questions. J'ai juste loupé le début, donc j'ai juste entendu que c'était Leyoun qui avait
qui avait participé à la mise en œuvre du Gademavo. Nous, on avait profité aussi de groupes d'étudiants en informatique de gestion pour une année leur offrir le framework Gademavo. Et puis, ils ont dû développer toute une série d'autres mini-jeux quelque part sur Gademavo pour remplacer le jeu du cafard. Et puis, c'était une expérience qui était assez intéressante parce que du coup, on a pu transmettre en tout cas à Cyberlearn une série de mini-jeux qu'ils pouvaient ensuite décider d'implémenter ou pas dans la plateforme pour remplacer ou agrémenter ou additionnel en tout cas à celui du cafard. Ben, c'est super. De toute façon, c'est sûr que le lien du cafard, les étudiants ont apprécié hein, tuer le cafard. Il y en a qui ont fait d'ailleurs plus de points à tuer le cafard qu'à répondre aux questions. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être aussi, à un moment donné, en fonction du sérieux des étudiants, voilà, je sais que le jeu était peut-être interprété plutôt comme un jeu que comme un jeu sérieux. Donc, plusieurs ont joué le jeu de faire le jeu sérieux, mais il en demeure pas moins que certains n'avaient pas compris ce principe-là. Donc, mais c'est certain que nous, on était preneurs pour avoir peut-être un autre, je sais pas, peut-être écraser une bulle ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est plus ludique, qui était moins faire mourir quelqu'un dans sa perspective d'un, bon, c'est pas qu'on n'est pas des véganes électroniques, là, mais voilà, c'est un peu dans cette idée-là si vous voulez, de faire la promotion de la santé, de la vie. Et... Est-ce que vous avez pu... est-ce qu'il y a eu des statistiques de jeu? Oui, il y en a eu quelques-uns. Donc, il y avait des statistiques autour du temps de jeu. Il y avait des statistiques autour de la qualité de la réflexion. Il y a eu des statistiques autour du nombre de bonnes réponses répondues. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait, c'était les principales trois données autour desquelles on s'intéressait parce que combien de temps prenaient les gens? Ben, c'est sûr que c'est pas parce que les étudiants avaient pris beaucoup de temps qu'ils ont nécessairement fait une bonne réflexion. Et certains ont joué rapidement et de manière efficace. Donc, on a vraiment vu qu'il y avait des équipes qui étaient, et ces équipes, je dois préciser entre parenthèses, qu'elles ont été aléatoirement formées. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont été faites de telle manière que les étudiants se retrouvaient ensemble ensuite dans la simulation avec le patient simulé. Donc, il y avait déjà une formation d'équipe qui était faite, mais ces étudiants-là, avant, ne se connaissaient pas. Donc, simplement pour dire que c'était aussi une façon de travailler, c'est-à-dire que si on est travaillé lentement, on n'était pas nécessairement meilleur que si on travaillait rapidement. Il y avait aussi quelque chose qui devait se faire et qui n'a pas été du tout mentionné dans le jeu, c'était qui allait être le leader, qui allait tenir la main de la souris, qui allait finalement prendre la main comme telle et qui allait effectivement devenir celui qui allait mener le jeu. Et on a été surpris parce que moi, je m'attendais à ce que des médecins un peu puissent se dire, ben, on est en médecine, on est meilleur que vous. Finalement, non, les étudiants de médecine étaient même très, très angoissés. Dans 4 équipes, il y a eu deux diététiques et nutrition, deux jeunes dames en nutrition qui ont pris le leadership d'une équipe, un en physio et l'autre, c'était une infirmière. Donc, on n'a pas eu de médecins qui ont pris de leadership. Et ça a été intéressant parce que pour nous, dans une perspective interprofessionnelle, ben, le leadership souvent est associé au badge rouge, hein, au badge du médecin, au badge de l'autorité, et alors que là, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et ça nous a fait réfléchir au fait que, ben, effectivement, la connaissance appartient pas nécessairement à celui qui a l'autorité médicale, mais bien à celui qui a la connaissance. Et pour faire un parallèle entre la mise en place d'actions qui doivent se faire. Quand j'ai travaillé au CHUV comme praticien aux soins intensifs il y a plusieurs années, on avait fait un groupe de travail qui avait résumé la possibilité d'agir dans des contextes d'urgence en fonction de la trilogie de la compétence. C'est-à-dire que si vous avez un jeune médecin qui débarque avec un infirmier d'expérience et un physio d'expérience moyenne, ben, c'est l'infirmier qui va prendre le leadership peut-être dans la prise de décision.
tout en étant en adéquation avec le respect médical, etc. Et c'est ce qu'on a observé effectivement dans le jeu, c'est que ceux qui avaient d'une part le leadership, les connaissances, ben, c'est eux qui pouvaient faire quelque chose et faire avancer l'équipe. Donc, ce n'était pas nécessairement labellisé silo professionnel, c'est-à-dire on n'était pas nécessairement dans un parce que les médecins sont meilleurs, au contraire, on n'avait pas ça. Donc, ça peut peut-être répondre un peu à la question, Jean-Manuel. Pardon, Alain Miguel. Alexandre, je me suis trompé, excusez-moi. Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant cette... Oui, Alain Miguel. Le micro. Ouais. Il rame un peu, vous m'entendez? Oui. Oui, super. Alors écoutez, merci beaucoup déjà pour votre présentation. Moi, c'est vrai que le jeu sérieux, Serious Game, c'est une pratique simulée qui m'intéresse. La question que j'avais notamment, c'est finalement après cette séance, comment vous utilisez pour faire le débriefing par la suite? Effectivement, il y a eu un débriefing qui a été fait en regroupement, c'est-à-dire qu'on a regroupé les 40 étudiants dans une même salle et puis on a tout d'abord fait un tour de table à chaud de ce que les étudiants avaient vécu. Ensuite, les tuteurs, les 4 tuteurs ont donné leur impression par rapport à ce qu'ils avaient aussi vécu. Et ensuite, on est revenu sur les objectifs qui étaient visés. Et puis, on s'est dit, ben voilà, comment vous pensez finalement avoir pu atteindre ou pas les objectifs. Et là, il y a eu un nouveau tour de table. Il y a effectivement des étudiants qui ont soulevé le fait que ben, c'est pas parce qu'on est une petite infirmière, entre guillemets, l'expression de la petite infirmière, qu'on n'a pas de connaissances et qu'on n'est pas capable d'assumer un leadership. Certains médecins se sont rendus compte qu'eux-mêmes, mea culpa, n'étaient pas à l'affût des connaissances théoriques qui étaient proposées dans le jeu. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils se sentaient bien mal à l'aise là-dedans et qu'ils n'auraient probablement pas été en mesure sur le terrain de prendre en charge un tel patient. Donc, il y a eu quand même ce mea culpa médical, il y a quand même eu cette montée d'expression de certains de la filière infirmière. Et puis, s'est rendu compte que finalement, ils ont appris que des physios connaissaient des choses qu'eux-mêmes ne pensaient jamais qu'eux-mêmes connaissaient, que des diététiques et nutrition, finalement, étaient à l'affût vraiment de certains aspects de gazométrie et d'indice de masse corporelle qui ont surpris les médecins. Donc, il y a des connaissances que finalement, les participants des autres filières étaient surpris de savoir que finalement, les autres connaissaient tant de choses. Et ça a été, je dirais, une bonne émulation pour amener les étudiants dans la suite de la semaine à la simulation avec le patient BPCO en question au Centre interprofessionnel de simulation de la Faculté de médecine et de la Haute École de santé. Donc, ça a été comme, on a cassé une glace. Bon, certains ont trouvé que le jeu de cafard, il y en a qui ont aimé ça, d'autres qui n'ont pas aimé. On leur avait demandé de venir à 8h du matin le lundi de la rentrée. Hein. Ça avait été moyennement accepté. Donc, si jamais vous le faites, faites ça un autre jour. C'est moins, ça va avoir moins de frustration. Mais globalement, c'est ça à peu près dans les grandes lignes de ce que je me souviens. Donc finalement, si j'ose, si le guide du débriefing, finalement, on pourrait l'utiliser la même chose quand on le fait en haute fidélité ou en patient simulé avec la même trame finalement, que ça soit post un jeu sérieux. Absolument. Et même nous, ce Ok. qu'on fait à Genève, on utilise la grille Team Steps. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, je vais juste la retrouver. Je vais vous la montrer tout de suite. Je vais partager mon écran avec vous. On utilise ça pour justement mieux permettre aux étudiants de toujours se situer dans... attendez une seconde, je vous trouve ça tout de suite. Team Steps. Ici. Alors, vous le voyez. Donc, cette grille Team Steps, ben, elle est utilisée. Donc, on a les 5 étapes, organisation de l'équipe, leadership, monitorage de la situation, soutien mutuel, communication. Et le débriefing s'est fait aussi autour de ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit que puisque vous allez l'utiliser dans la simulation, au centre de simulation dans la semaine, utilisons-la déjà pour voir. Et finalement, ben, il y avait tous les éléments là-dedans qui amenaient la discussion. Donc, le débriefing a quand même duré presque 1 heure. Hein?
Donc, il y avait quand même beaucoup d'interactions, il y avait beaucoup il y avait de l'émotion, bien sûr, il y avait aussi les gens ont appris à se connaître, et puis bon, voilà. Donc, autour de ces 5 éléments-là, on a pu faire quelque chose d'assez intéressant. Je reviens avec je départage mon écran, je reviens avec vous. Donc, voilà, effectivement. Je sais que Jeff, tu avais une question, tu avais levé la main. Est-ce qu'Alain Miguel, vous avez terminé vous avez d'autres questions? Merci beaucoup pour vos réponses. OK, merci, super. Jeff, je pense que tu avais une question. Ton micro, si jamais. Oui, merci beaucoup, Pierre. Merci pour la présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille donc à Cyberlearn et dans ce cadre, je suis amené à être proche de la gamification. Et récemment, j'ai entamé un projet de serious game dans l'épilepsie, donc Epilepsim. Et justement, j'avais une question, c'est qu'on avait fait une alpha auprès de la rentrée des étudiants d'une journée promotionnelle à HES Santé à Sion. Donc, on a eu un panel de 150 étudiants et parmi ces 150 étudiants, on a fait tester notre alpha de jeu sérieux qui a pour but de découvrir qu'est-ce que c'était l'épilepsie et comment vivre avec. Et en fait, on a remarqué que donc le jeu a été très très bien reçu, mais qu'il y avait quand même une minorité qui trouvait que le support du jeu était trop long comme moyen d'apprentissage, comme média d'apprentissage. Est-ce qu'il y a eu des remarques similaires pour... Oui, ben, par rapport à Gade Mavo, pour le cas BPCO, ce qui ressortait, c'est que les gens ne savaient pas, mais je veux dire, au niveau de directionnel, parce que tout ça, ça a été présenté aussi en direction, on a un peu taxé Gade Mavo d'être un peu trop image simple, image un peu basique. C'est sûr que quand je leur ai dit qu'il y a toujours une question de budget, on peut mettre des images absolument tout à fait réalistes. Après ça, il faut simplement augmenter le budget. Puis ça, les gens ne connaissaient pas vraiment ça. Ils ne faisaient pas vraiment de lien avec le droit d'auteur et créer des images. Je pense que Léon a travaillé très fort à créer des images, mais en même temps, c'est un peu, ça a été relevé comme quoi que c'était peut-être un peu j'aime pas le terme, c'est pas bas de gamme, mais que ça aurait pu être un petit peu plus affiné, si vous voulez. Moi, j'aimais bien le côté un peu trash de ça, le bonhomme qui était un peu bizarre, qui faisait un peu humoristique. J'aimais le côté humoristique de la chose, qui, à mon sens, en tant que pédagogue, à ma façon aussi, permettait de stimuler l'intérêt, permettait de stimuler l'attention que pouvaient avoir les étudiants autour de ça. Donc, mais effectivement, ça, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut que l'interface plaise et que l'interface soit assez simple d'usage. Et parce que nous, on n'avait pas donné de consignes aux participants, justement. On les a dit, vous avez l'URL, faites votre groupe, faites votre jeu, puis débrouillez-vous. Donc, on les a laissés libres. Ça a généré du stress aussi pour eux qui n'avaient peut-être pas toujours l'habitude de ça. Pour avoir vu la version 1.0 de votre Epilepsim, c'est vrai que c'est imagé, c'est orienté, ça me laisse l'impression que c'est ludique. Hein. On en avait parlé, Jeff, lorsqu'on avait regardé ça ensemble. Je pense qu'il y a peut-être un potentiel intéressant. Ce que moi, je me suis posé comme question, parce que vous l'avez testé, vous, sur des élèves ou sur des étudiants? C'est ça la question que je ne savais pas. Alors, c'était vraiment dans un cadre d'étudiants et de futurs étudiants qu'elle a intégré potentiellement la HESSO Santé à Sion. Et du coup, c'était vraiment avoir un panel très, très jeune qui est l'équivalent de l'école de commerce du collège, ainsi que des troisième années de HES Santé. Donc, on avait un panel assez large au niveau des étudiants. Et en fait, donc, comme tu l'as dit, niveau de l'interface, beaucoup ont aimé, mais c'est vrai qu'il y avait une minorité, environ une dizaine, quinzaine de personnes, plutôt 10 sur 150, ont quand même dit qu'ils trouvaient que le média était trop pas adapté pour de l'apprentissage rapide. Voilà, c'est ça en fait, que les manuels et les livres restent quand même des fondamentaux à leurs yeux. Oui, c'est vrai que là, moi,
par rapport, si je peux parler de Gademavo, nous, on avait bien sûr, c'était implémenté sur Moodle, on avait accès à des ressources didactiques qui étaient associées à un espace cours Moodle. Donc, les étudiants avaient accès à tout cela. C'est sûr que pour Epilepsim, ben, il y a peut-être le volet grand public qui peut être développé. Il y a peut-être un volet pédagogique un peu plus étoffé avec des questions un peu plus spécifiques. Il peut y avoir une implémentation différente, je pense, qui pourrait toucher les deux publics, le public néophyte qui se familiarise avec le concept de l'épilepsie et peut-être la public d'experts qui, lui, en aura peut-être besoin d'un peu plus. Il aura peut-être besoin, comme je dis souvent, d'un peu plus de muscles sur l'os pour gruger dedans, alors que le néophyte, lui, va être content de s'amuser pour apprendre un peu ce que c'est. Mais voilà, ça, c'est un peu la réflexion que je vais peut-être te proposer, Jeff, mais effectivement, pour l'avoir testé. Là. Mais je pense que les jeux sérieux ont leur place dans l'enseignement. Il faut que ça soit bien organisé. Et puis, c'est sûr qu'il faut vraiment être bien supporté par les informaticiens, ce qui a été le cas avec les Young quand on a travaillé ensemble. Mais après, bien sûr, moi, je n'y connaissais rien en termes d'infrastructure informatique. Et c'est là que j'étais un peu tributaire de tout ce que l'informaticien pouvait me donner comme feedback. J'ai beaucoup appris moi-même en tant qu'enseignant là-dedans. Malheureusement, ça n'a pas été plus loin à Genève. L'expérience s'est limitée à ça parce que, bon, voilà, il y a toujours plein de choses qui font que ça ne marche pas. Mais ça aurait pu marcher, sauf que, voilà, il y a des choix qui ont été faits et puis qui ont mené à ne pas aller loin là-dedans. C'est sûr que ça mobilisait quand même 40 étudiants dans une séance supplémentaire pour une seule vignette, alors que dans la semaine interprofessionnelle de simulation de troisième année, il y a, je pense, une quinzaine de vignettes qui fait interagir jusqu'à 500 étudiants. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y avait beaucoup de monde il y aurait eu beaucoup de monde à faire, il y a eu beaucoup de vignettes à créer, puis je pense que c'est là qu'ils se sont rendus compte que le budget n'aurait pas suivi. C'est pour ça que ça n'a pas allé plus loin. Donc, globalement, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires qui émanent? Moi, j'aurais une petite question. On a parlé du positif de la gamification et de comment ça a été implémenté. Jeff a un tout petit peu parlé des problèmes qu'il pourrait avoir. Est-ce que tu pourrais parler des points négatifs, vraiment, d'avoir implémenté de la gamification dans dans un scénario pédagogique? Négatif ou en tout cas à améliorer ou à sensibiliser, je dirais c'est tous ceux qui n'y connaissent rien et qui ont des postes administratifs décisionnels. Je veux dire, c'est sûr que ceux qui n'y connaissent rien et qui décident, qui ne comprennent pas, ils ne l'achèteront pas. Je dirais que c'est là que le point faible s'est retrouvé. C'est que ça impliquait beaucoup dans le cas, en tout cas, nous, à Genève, ça impliquait énormément de nouvelles vignettes potentielles à faire, qui impliquait de créer des questions QCM, 50 à 60 questions pour chacune des vignettes. Vous avez 15 vignettes, vous avez besoin de gens pour travailler là-dessus. Donc, finalement, c'est peut-être le coût réel de ce que cela implique. C'est peut-être ça le point négatif, peut-être, tout le coût autour de ça. C'est sûr que si on travaille comme vous voulez le faire avec Epilepsim, comme Jeff veut le faire avec Epilepsim, je pense que vous pouvez avoir une clientèle très ciblée, soit les infirmiers ou de sensibilisation, etc. Il y a moins d'interaction et je pense que là, si le concepteur du jeu et les pédagogues autour ainsi que les enseignants travaillent de concert ensemble, ça va être tout à fait optimal parce que c'est accessible. Peut-être que nous, on avait visé trop haut avec ce jeu sérieux, ce tournoi Serious Game interprofessionnel. C'était une tentative, mais qu'effectivement, on s'est buté peut-être à l'obstacle des ressources, autant humaines que financières. Organisationnelles, on les avait, mais c'est un peu pour répondre à ta question, je pense, Loïc, qui ressort de ça. Ok, je te remercie en tout cas de ton retour. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Comme vous avez peut-être pu voir, j'ai mis dans le chat le lien vers Gademavo pour la vignette en question. Vous pouvez la regarder et puis c'est sûr, utiliser ça si vous le souhaitez. Je ne sais plus maintenant à Cyberlearn qui s'occuperait de ça. Jeff, tu sauras peut-être mieux que moi qui serait encore capable de gérer ça si quelqu'un voulait le réutiliser. Mais c'est encore en ligne, c'est encore Tu parles disponible. du projet Gabi Davo. Du coup, ce serait Rui Duhon et moi-même.
OK. Alors voilà. Donc, c'était une belle expérience. Moi, j'ai personnellement, au niveau professionnel, en tant que maître d'enseignement, j'ai collaboré avec d'autres maîtres d'enseignement de d'autres filières. Ça m'a permis, moi, d'élargir mon réseau. Ça a été agréable parce que ces gens-là y croyaient. Donc, ça nous a mené à cette publication qui a été bien accueillie dans le milieu des jeux. J'ai eu plusieurs offres pour aller à des congrès, mais à un moment donné, il ne faut aussi pas donner fou, là. C'est pour ça que, voilà, mais ça a été positif en tant qu'enseignant, si vous voulez, de créer des liens. Et après, ben, ça donne des idées sur comment élaborer d'autres scénarios pédagogiques différents qui s'inspirent peut-être de la gamification. Globalement, c'est ce qui ressort. Donc, voilà. S'il y a d'autres questions, volontiers. Autrement, on pourra peut-être conclure si jamais. Oui, Sébastien. Peut-être une dernière, un peu plus méta. C'est vrai que du coup, tout le monde se figure un petit peu ce que c'est qu'un cours, à tort peut-être. Enfin voilà. Par contre, tout le monde ne se figure pas vraiment ce que c'est qu'un jeu. Alors, pour moi, par exemple, le jeu sérieux, c'est un peu redondant. Autant je joue ma vie sur, quelle que soit la partie, sur quoi qu'on joue. Pour d'autres, par contre, ça reste des enfantillages. Alors, pourquoi prendre ce risque de transformer un cours classique en jeu? Qu'est-ce qu'on essaie de gagner en plus avec ce mode-là? Ben, il faut dire que il y avait une part d'expérimentation, hein. C'est sûr que création, Cyberlearn a permis cette folie-là, en quelque part, si on peut se permettre l'expression. Ça n'en était pas une, mais ça a permis ça. Et ça a amené ça a donné tout ce résultat, ce produit-là. Ensuite, bien sûr, ben, ce qui a amené à revenir à des modalités d'enseignement plus simples, c'est effectivement qu'il n'y a pas eu de personne en haut lieu, en tout cas à Genève, qui a dit oui, c'est ça. Il y a eu à un moment donné des lignes de budget, de l'argent, et puis on s'est dit ben, que ça allait coûter trop cher. Et donc, c'est un peu autour de ça que finalement, ben, c'est sûr que sa plus-value par rapport à une autre modalité d'enseignement n'a pas été testée. Et je pense que ceux qui auraient pu comprendre ça ou même vouloir tester ça se sont rendus compte que ben, c'est sûr qu'il y avait des frais associés à ça, mettre ça en place, et c'est ce qu'il n'y avait pas à l'époque autour de ça. Aujourd'hui, peut-être, avec tous les conseillers pédagogiques de proximité, tous les répondants d'innovation pédagogique qu'il y a dans les différentes écoles de santé, je parle pour la santé, en tout cas à HESSO, dans les différents cantons, il y aurait peut-être un autre regard. Ça pourrait être aussi intercantonal, utilisé. Mais il n'y a pas eu ça, malgré une volonté de disséminer dans le cadre des journées d'échanges en e-learning qui ont été proposées dans les différents cantons. Tout ça, ça a été présenté, mais ça n'a pas abouti. Il n'y a pas eu de. Il n'y a personne qui a pu prendre le leadership à ce niveau-là. Et c'est pour ça que finalement, cette méthode d'enseignement, elle est complexe, mais une fois qu'elle est faite, ça tient la route. C'est quelque chose, c'est une vignette qui est bonne pour longtemps. Donc, ça peut être utilisé pendant plusieurs années, mais après ça, c'est implémenté comment? C'est peut-être là le problème que l'on a rencontré. Est-ce que ça répond un peu à la question, Sébastien? Ou bien? Le micro est enfermé. Oui. Merci. Pardon, oui, merci. Ouais, c'est vrai qu'on voit aussi ces questions de ludification, de gamification dans le domaine plus entrepreneurial, hein, avec ces questions de quantified self, où on met des points, où les gens font la course au temps, la course au point, enfin, c'est ces éléments-là qui vont un peu chatouiller les neurosciences. Et je me demandais, voilà, et si on a conscientisé, qu'est-ce qu'on allait titiller avec cette forme de jeu de plus que dans un cours ordinaire, en fait. Ouais. C'est une très bonne question à laquelle je ne saurais répondre. Je pense qu'il y aurait. Ben, si on a un public, peut-être que dans 10 ans, les modes d'enseignement auront tellement évolué qu'on ne fera plus que du jeu sérieux, du virtuel, qu'il y aura presque plus de présentiel ou d'interaction. Je ne sais pas. J'aime à croire qu'il y a encore des humains qui vont toujours donner des cours. Mais effectivement, c'est un peu un choix, et les gens convaincus peuvent influencer jusqu'à ce que
ils vont buter contre quelqu'un qui ne l'est pas et qui a du décisionnel au-dessus de lui. Moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas voulu aller de l'avant là-dedans pour diverses raisons, entre autres économiques. Mais c'est sûr que c'est là le gros point faible. C'est que tu peux préparer un cours avec en Teams, en live, avec un beau PowerPoint, et puis ça fait le travail probablement aussi bien qu'avec un jeu sérieux. Mais les gradients d'interactivité ne sont pas les mêmes. Et puis, mais voilà, c'est peut-être un élément de réponse que je peux proposer. Merci. Sérieux. Jeffrey, je t'écoute. Ton micro est enfermé. Oui. Je pourrais rebondir en fait sur cette question, c'est pourquoi le jeu sérieux maintenant, c'est que à l'heure d'aujourd'hui tout est numérique. Le jeu de manière générale, il apporte des récompenses rapides, apporte donc de la motivation par rapport aux médias, ça peut attirer. Comme tu l'as dit, il y a des systèmes de score qui peuvent être intégrés au jeu pour augmenter les performances. Il y a des systèmes de compétition qu'on peut mettre en place également, qui peuvent motiver les étudiants à se surpasser eux-mêmes. Il y a des revers aussi à cette gamification, typiquement à utiliser un système de compétition dans une classe qui est par exemple une atmosphère malsaine. Si les noms sont bien dévoilés et pas anonymisés, il peut avoir de la tension, de la jalousie. Il y a tout un système à mettre en place. Mais l'avantage du jeu sérieux, c'est qu'on profite d'un média qui peut attirer ceux qui ont moins envie de suivre un cours ou pas de la façon dont ils aimeraient, exploiter leur créativité dans un jeu et les amener à comprendre ce qu'on veut et les amener plus loin. L'exemple que je peux mettre en avant, c'est Minecraft. Minecraft, à la base, c'est un jeu où on peut faire des sculptures cubiques, il y a un système d'économie. De plus en plus, il y a des écoles qui utilisent en fait ce jeu pour essayer d'inculquer la notion de création auprès des enfants, qui veut dire qu'il faut plusieurs éléments pour construire une maison, qu'il y a un système d'économie, qu'il y a un système de processus, en plus que le jeu peut apporter. Et globalement, ça reste un jeu. Mais la plus-value apportée sur un simple jeu bac à sable de ce style-là, pour un enfant, est beaucoup plus attrayante que apprendre les mathématiques en classe. Si on lui dit qu'il faut apprendre les mathématiques par cœur, il va le faire parce qu'on lui demande de le faire. En revanche, on va lui demander de savoir faire des mathématiques pour pouvoir construire une maison dans Minecraft afin qu'il soit chez soi, afin qu'il puisse faire un jardin, afin qu'il puisse se déployer. Là, il sera beaucoup plus investi. Donc là, je parle d'écoliers et tout ceci, mais on peut trouver à la bonne trame, la bonne scénarisation pour des étudiants en HESSO également. Merci. Et puis un dernier, c'est que l'ère du numérique, le téléphone est partout. Donc dans le tram, dans le bus, on s'arrête, on joue 5-10 minutes, on peut apprendre des connaissances. Voilà. Mais je pense que les populations sont vouées à changer, les clientèles sont vouées à changer. Effectivement, quand on a fait ça, nous, en 2017, ça commençait. Les étudiants n'étaient pas tellement à l'aise avec les écrans. Il y avait quand même cette réticence-là. Je pense que si on transpose tout ça dans 5 ans, je pense que l'attrait serait probablement différent. Les clientèles ont changé, puis la société a changé beaucoup aussi par rapport à ça. Donc, je vous remercie. À première vue, on a fait le tour des questions suite à la présentation de Pierre. Je remercie Jeff d'avoir donné réponse aussi à la fin. Donc, si des personnes sont intéressées par rapport à du développement de Serious Game à l'interne de la HEVS, n'hésitez pas à contacter Jeff Suffray. Donc, je conclus là en remerciant tout le monde et en arrêtant l'enregistrement. Merci à vous.